Quand on pense à l'hiver et au sport d'hiver, la première image qui nous vient en tête, c'est évidemment le ski. En France, ce sont près de 10 millions de personnes qui sillonnent les pistes chaque année. Mais avant d'être un sport, le ski a d'abord été un moyen de déplacement. Une nécessité vitale pour certains, notamment pour les populations du nord de l'Europe, il y a très longtemps. Et quand je dis très longtemps, vous allez voir, on remonte vraiment loin dans le temps. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé en direct de la montagne par Sébastien Girard qui est sur ses skis. Avant de commencer, on tenait à vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2026. On est très heureux de la commencer avec vous. Et si vous souhaitez nous soutenir, que vous êtes une entreprise ou une marque et que vous voulez sponsoriser La Petite Histoire, eh bien n'hésitez pas à nous contacter par mail. On sera ravis de faire un petit zoom sur votre marque. contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Allez, on enfile la combi, les chaussures de ski et tout chousse. Nom de Zeus. Alors, comme je vous le disais en intro, le ski, avant d'être un loisir, c'était un moyen de se déplacer. Son origine exacte reste encore aujourd'hui discutée. Pendant longtemps, on pensait que le ski était né exclusivement chez les peuples nordiques. Des peintures rupestres qui dataient de moins 6000 avant notre ère ont été retrouvées et elles semblent aller dans ce sens. Mais plus récemment, il y a un ancien skieur, un skieur chinois de renom, Shan Zhaojian, qui a apporté la preuve de la découverte d'une peinture rupestre bien plus ancienne encore. Cette peinture daterait de moins 10 000 avant notre ère et elle aurait été retrouvée dans une grotte de la région de l'Altaï. Alors à cette époque, il semblerait que les peuples vivant dans cette région se déplaçaient déjà sur des skis. Les skis de cette époque mesuraient 2 mètres de long et ils étaient faits de bois et recouverts de peau de cheval. En Europe, les vestiges de ski les plus anciens n'ont pas été retrouvés comme on pouvait l'imaginer en Finlande ou en Norvège, mais plutôt en Russie. Et c'est un archéologue ukrainien, Grigory Burov, qui en a fait la découverte en 1960 à environ 350 km à l'ouest de la chaîne de l'Oural. Ces vestiges appartenaient en fait à une population de chasseurs-cueilleurs et on les estime à entre moins 7350 et moins 6000 avant notre ère. D'autres peintures rupestres qui datent d'environ moins 4000 avant Jésus-Christ ont elles aussi été retrouvées en Norvège. En Finlande, les premiers peuples à s'être installés dans ce qui est devenu plus tard la Laponie remonteraient à moins 8000 avant notre ère. Alors ce que l'on peut en déduire, c'est que par la force des choses et par adaptation à un environnement particulièrement hostile, avec beaucoup de neige, le ski a probablement été inventé à plusieurs endroits différents, plus ou moins au même moment. En fait, les gens auraient eu la même idée. La différence entre les skis chinois et les skis qui ont été retrouvés en Russie, réside surtout dans leur fabrication. Je m'explique. En Chine, on utilisait de la peau de cheval, comme je vous le disais précédemment, alors qu'en Europe, les skis étaient directement taillés dans la masse d'un arbre. Alors, au tout début de notre ère, on commence à voir apparaître les premières mentions de l'usage du ski. Les plus anciennes nous viennent de Chine, elles sont brèves, mais elles évoquent des peuples nomades du nord du pays qui se déplaçaient à l'époque, a priori, en ski. En Europe, les premières mentions écrites n'évoquent pas directement les skis, mais les peuples qui les utilisent. On parle alors des peuples Saamis. L'historien romain Tacite les surnomme les Finnois, un terme qui a donné plus tard Finlande et Finlandais. On retrouve également les Créfennes et surtout les Scritifinois, un mot dont la racine skrit signifie glissement. On se rapproche donc doucement, mais sûrement, du mot ski. La première mention explicite des skis apparaît en 788 après Jésus-Christ. Elle est faite par Paul Diacre, qui était un moine et un historien, et c'est donc lui qui parle des Scritobini. Il explique que les habitants chassaient en faisant des bonds grâce à des bouts de bois habilement recourbés. On parle donc des skis, un peu les skis qu'on connaît aujourd'hui. Au Moyen-Âge, ce sont ensuite des auteurs arabes qui ont mentionné régulièrement l'usage de skis, mais aussi l'usage de chiens de traîneau. Oui, et ces auteurs, observaient les chiens de traîneau, mais aussi les skis, lors de leurs nombreux voyages commerciaux le long des fleuves russes.
En Europe, il faudra attendre assez tard pour vraiment découvrir les peuples saamis. Vers 1550, un évêque suédois qui était réfugié à Rome, Olaus Magnus, parle de son pays d'origine dans un ouvrage. Et puis en 1673, un autre livre voit le jour. Celui-ci, c'est un ouvrage de Johann Schäfer, un intellectuel strasbourgeois qui est installé en Suède. Le premier skieur officiel d'Europe serait un prêtre italien, Francesco Negri, en 1665. Le premier Français à faire du ski, lui, c'est Jean-Baptiste de Lesseps. Et il aurait fait du ski en 1788. Il n'avait d'ailleurs pas vraiment le choix, puisqu'il avait été chargé par un explorateur de rapporter d'importants documents jusqu'en France pour le roi Louis XVI à l'époque. Il aurait donc fait ça en ski. Dans le même temps, les militaires scandinaves commencent, eux, à adopter le ski pour la transmission de messages. Le ski est rapide, le ski est discret et les soldats en ski sont plutôt efficaces. Alors les skis modernes, tels qu'on les connaît aujourd'hui, d'où viennent-ils ? Eh bien, ils viendraient de Norvège. Là-bas, le ski a toujours été profondément ancré dans la culture locale et nationale, vous l'avez entendu. D'abord parce que le nombre de skieurs est très élevé, ce qui a donné naissance à de nombreux fabricants artisanaux, chacun avec sa propre technique d'ailleurs. Et puis à cela s'ajoute une importante industrie de transformation du bois qui s'est développée du côté d'Oslo, notamment pour répondre à la demande anglaise. Et l'usage militaire du ski a aussi favorisé l'organisation de nombreuses compétitions là-bas du côté de la Norvège. Alors forcément, quand on réunit dans un même pays une population majoritairement skieuse, une industrie du bois permanente et un vrai savoir-faire avec des compétitions régulières, le résultat ne se fait pas attendre, on devient un champion de ski. En 1886, la première usine de fabrication industrielle du ski au monde a vu le jour donc à Oslo. Et très vite, tout s'est emballé. Ça a été la course au développement du ski et au brevet, avec qui va sortir les meilleures fixations, qui va sortir les meilleurs bâtons, est-ce qu'on doit utiliser un ou deux bâtons, qui va développer les plus belles chaussures, les plus pratiques en tout cas, comment on va faire pour tailler le bois de la meilleure des manières. Enfin, tout est vraiment pensé. Il y a deux techniques principales qui se sont affrontées lors de la création du ski tel qu'on le connaît, le ski moderne. D'abord, d'un côté, il y a le télémark, et puis il y a aussi le Christiania. Le télémark regroupe un ensemble de techniques adaptées à la descente avec le talon libre, et le télémark permet des virages, dit-on, plus souples. Bon, je peux vous dire que moi j'ai vu des gens faire du télémark et on ne pouvait pas vraiment parler de grande souplesse. Le Christiania, lui, il a posé les bases de ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant le ski alpin. En France, on doit le ski moderne à un certain Henri Duhamel. Il a été le premier à tester le ski alpin à Champs-Rousses, du côté de Grenoble, en 1889. Et c'est d'ailleurs lui qui a fondé le premier club de ski quelques années plus tard, en 1896. Entre-temps, en 1893, la première paire de skis industriels français a vu le jour. En 1907, un passionné de ski, un certain Rossignol, ah bah oui, ça vous dit quelque chose, hein. Abel Rossignol a créé sa première paire de skis. Et là, c'est le début d'une grande marque, encore bien présente aujourd'hui, Rossignol. Au fil du temps, les skis ont continué d'évoluer. Dans les années 1910, il y a eu de nouvelles cols qui sont apparues. En 1928, le métal a fait son entrée pour limiter l'usure et améliorer la conduite. Et puis les années 50 ont, elles, marqué l'arrivée d'un nouveau type de ski, à la fois des skis plus résistants, mais aussi plus maniables. Ils sont composés d'un noyau en contreplaqué, entouré de plaques d'aluminium avec certaines pièces en plastique. Dans les années 60, les fixations se sont renforcées avec l'apparition des stop skis, ce qui a réduit considérablement les accidents. Oui, parce que une fois que vous tombez, eh bien, vous déchaussez. En 1964, la paire de skis Rossignol Strato est devenue la plus vendue au monde et elle a installé la France comme leader mondial du ski. Cocorico donc, avec Rossignol. Les années 70 et 80 ont, quant à elles, apporté leur lot d'améliorations, notamment en ce qui concerne l'absorption des vibrations, la taille des skis, mais aussi les fixations. L'arrivée de nouvelles pratiques, comme le carving, cette technique de virage coupé que l'on voit partout aujourd'hui, a donné naissance à de nouveaux types de skis. Et les années 90 ont vu également l'émergence du freestyle et des snowparks. Les skis continuent donc à évoluer en même temps que les pratiques et on trouve désormais des skis plus ou moins longs, plus ou moins larges et adaptés à chaque style. Ski de fond, ski de descente, ski freestyle et bien d'autres encore.
Bref, il s'en est passé du temps et des innovations entre nos ancêtres qui glissaient sur de simples blocs de bois massifs pour survivre, et aujourd'hui où il existe des skis pour absolument toutes les pratiques, histoire de passer du bon moment sur les pistes. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt team ski ou team snowboard ? Ou peut-être êtes-vous team raquette ou raclette ? Ouais, ça on connaît bien ici avec Seb. Embarquez-nous, on fait du snow, du ski, enfin tout ce qui glisse, on aime bien. Bon, dites-nous en commentaire ce que vous faites vous. On vous attend sur toutes les applis de podcast et puis sur les réseaux sociaux. Voilà les amis pour cette petite histoire du ski. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle petite histoire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez une newsletter sur laquelle vous pouvez cliquer et vous abonner pour être mis au courant de toutes les sorties de nouveaux épisodes. Allez, à très vite. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.